Antoine Goya pense que je m'associe avec des ennemis politiques. Il me clash un peu dans son interview donnée sur la chaîne à gauche. Je vous invite à aller voir cette interview. Le son a collectivisé tout mon matos. Le son est d'extrême gauche. Je sais pas comment il fait en fait sur la chaîne à gauche. Il arrive le mec, ou les mecs, je sais pas qui, ou les meufs d'ailleurs, j'en sais rien, à avoir un son d'extrême gauche. Et ça vraiment, je leur envie. Au niveau de ce qu'il raconte, on va mater quelques minutes où il parle de son parcours politique, où il parle aussi de comment il a évolué. Et puis, sur la chaîne à gauche, il lui demande donc est-ce que ça a un rapport avec l'évolution de pas du ring de moi-même. Et c'est là qu'il va me clasher. Et ça tourne mal. Alors, c'est parti. Comment analyses-tu cette période de ton parcours politique ? Non, mais disons que je pense qu'il y a toujours des moments où on a peut-être plus d'affect un peu plus réactionnaire en fonction de la période de la vie où on est. Et puis, tu vois, en fait, on te rend compte que tu es dans une impasse actuellement politiquement. Et du coup, tu essaies de chercher un autre truc, tu vois bien que à gauche, ça va pas bien. Tu vois que... Ça parle de quand il était un peu plus rouge-brun dans les années 2017, quoi. Parce que pour ceux qui ont suivi, merci Mathieu Burkalassi, d'ailleurs allez le suivre sur Insta et TikTok, il fait du bon taf, qui nous fait un raid. Alors là on est en train d'analyser ce que raconte Antoine Goya sur moi-même, et quand il dit que je m'allie avec des ennemis politiques, voir ce qu'il raconte. Et donc du coup là Antoine il parle de 2015-2017, il était un peu confus, un peu rouge-brun, il tapait notamment sur USU, il tapait sur la gauche, et puis après il s'est mis à taper plutôt sur la droite. Et donc à gauche je lui demande comment ça se fait que tu aies fait ça, quoi. La bourgeoisie, c'est n'importe quoi, et du coup tu te dis tiens, est-ce qu'il n'y a pas une ou deux idées à prendre là, et puis après tu te rends compte que c'est débile et que ça tient pas, et donc tu les abandonnes progressivement. Après c'est pas inintéressant, parce que là en fait ce qu'il explique de son adhésion d'abord à des idées un peu rouge-brune, c'est le rejet le rejet du modèle qu'il avait devant lui, qui était le modèle de gauche, qui était Hollande. Et c'est vrai que quand t'étais notamment pas très politisé à l'époque, moi je l'ai vécu parce que j'étais jeune aussi à cette époque-là, on se disait Hollande, quoi. Tu vois, Hollande, il y a eu des espoirs dans Hollande quand même. Mais Hollande, il a représenté tout ce qu'on a détesté, quoi. Une espèce de libéralisme à la con, faussement progressisme. Il a fait durer la réforme pour le droit du mariage homosexuel et tout, comme si le gars c'était un truc ultra progressiste et tout, alors que ça se voyait que c'était un peu pour faire genre ouais moi je suis quand même de gauche et tout. Assez insupportable, quoi. Assez insupportable. Du coup, ouais, forcément, des gens, notamment des gens comme Antoine, des gens comme moi, qui sont des mecs blancs et tout, qui n'ont pas forcément un vécu de domination. Je veux dire, moi, je crois que je me suis jamais fait contrôler de ma vie au niveau des papiers d'identité. C'est un rapport au monde qui est pas le même qu'un type qui s'est fait contrôler 10 fois ce mois-ci, quoi. Forcément, ça peut t'amener à avoir des affects réactionnaires. Alors moi, j'ai jamais été libéral, j'ai jamais été, pour le coup, matrixé par des trucs de droite non plus, mais je comprends ce que raconte Antoine, et je pense qu'on a un parcours qui est un peu similaire, parce qu'on a on a des déterminismes sociaux un peu similaires, quoi. Le fait d'être un mec blanc qui avait un peu la même âge à cette époque-là, de rejeter Hollande, de se dire mais comment ça se fait qu'on se fait baiser comme ça. Et je pense qu'on a un parcours un peu similaire aussi après, même si Antoine aujourd'hui parle moins de politique, mais je pense qu'il faut aller chercher là-dedans. Je sais pas si Antoine en parle là dans ce qu'il va raconter, mais même dans ce qu'il est, c'est-à-dire quand même un mec blanc qui a fait un peu des études, ça veut pas rien dire sur comment on se politise, quoi. C'était plus des trucs, c'était pas le grand remplacement ni rien de ce genre de choses là. En plus, j'avais fait une vidéo quand j'avais parlé de ça. C'était pour parler d'Hannah Arendt, vraiment rien à voir. C'était pour parler de la responsabilité. Est-ce que comment il s'appelle, Renaud Camus, j'allais dire Albert. Renaud Camus, il avait une responsabilité dans un attentat en Nouvelle-Zélande, je sais plus, Christchurch, un truc comme ça. Je me souviens plus de ce qu'il raconte dans sa vidéo sur ça, Antoine. Et donc du coup, c'était pour parler de la notion en fait de, on va dire, de responsabilité. Tu vois, est-ce qu'il y a une responsabilité? Moi, c'était une notion qui m'intéressait. Ça m'intéressait de voir ce que disait Hannah Arendt, mais c'était pas du tout. Il y avait pas du tout d'adhésion de ma part à ce truc-là. Mais non, voilà, il y a des moments où t'es un peu plus réac, quoi. Je pense qu'il y a des moments, et puis après tu comment dire, et tu t'en reviens, quoi. Il y a je sais pas, tu vois, genre. Il y a aussi, je pense, une dynamique de gauche qu'il évoque pas forcément sur les réseaux, qui sont qu'à un moment donné,
la seule gauche présente sur les réseaux, c'était à part Usul, on peut mettre Usul de côté quand même, mais c'était une gauche un peu insupportable, un peu centre-gauche, moralisatrice, qui vont pas forcément répondre sur le fond, mais qui vont t'expliquer il faut penser ça parce que je sais pas, vous allez avoir un discours sur les frontières et ça va être ouais mais Erasmus c'est bien parce que moi j'ai une copine en France et s'il y avait pas Erasmus elle serait pas en France. C'est des discours moi je trouve qui arrivent pas à m'atteindre, qui sont pas des discours on voit ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est pas des discours qui sont très sourcés, qui permettent vraiment de répondre aux arguments de la droite. Et ça en fait je pense que ça a politisé des gens à droite sur ces questions-là. Vous savez, c'est dire à quelqu'un, en fait, ouais, non, mais Erasmus, c'est trop bien parce qu'on est libre et qu'on peut aller partout dans le monde. Ouais, mais à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va vous répondre, ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas, on a délocalisé à cause de la fin des frontières. Sur le fond, c'est un peu débile. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la libre circulation des marchandises et la libre circulation des êtres humains, c'est pas la même chose. Mais si vous l'expliquez pas comme ça aux gens, si vous allez pas dans le fond des choses, je trouve que je trouve pas ça très convaincant, quoi. Et donc à l'époque, sur Internet, il y avait beaucoup de droitards qui critiquaient ce discours moralisateur de gauche et il n'y avait pas un contre-discours de gauche qui était très important. Et je dis sur Internet, mais même dans la politique. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a un Mélenchon qui est à 23%. On a des gens de gauche. On avait même Mathieu qui était là tout à l'heure, qui a fait un raid. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus radical que ce qu'on pouvait avoir à l'époque sur Instagram, quoi. Et c'est important d'avoir ça aujourd'hui. Donc que ce soit Mathieu sur Instagram, que ce soit, je sais pas, Dany Arras sur Twitch. Que ce soit plein de chaînes sur YouTube, un peu la mienne, un peu je sais pas moi, le Canard Réfractaire, même le Média, même Blast, voilà, des discours qui sont quand même un petit peu plus piquants et qui peuvent répondre vraiment sur le fond à la droite et montrer qu'ils racontent que des conneries en fait. Et ça c'est important. Parce que sinon, plein de gens qui n'étaient pas politisés à l'époque avaient tendance à tomber dans des trucs de droite, notamment quand ils avaient, je vous dis, des caractéristiques sociologiques qui font qu'on est plus de droite. On est plus de droite quand on est un homme blanc. Je pense que c'est assez sûr. Parce qu'on vit ni la domination patriarcale, ni la domination raciale. Donc en fait, pour arriver à comprendre la domination patriarcale et raciale, on est obligé de passer par de la pratique, c'est-à-dire, moi je vous l'ai déjà dit, mais j'ai mieux compris ce que c'était des questions comme la fin de vie, comme l'avortement, comme le droit des migrants, quand j'en ai vu à l'hôpital me raconter toute la galère que c'est et que je vois vraiment ce que c'est dans le réel, que dans des trucs purement théoriques éloignés où ça me touchait pas directement. Alors ça me touche pas non plus directement quand j'ai un migrant devant moi qui vient pour du soin, mais voilà, quand même vous avez une meilleure compréhension des choses. Et puis après, aller aussi au fond des choses avec de la vraie théorie, avec des papiers. Quand vous lisez de la sociologie, en général, il y a des avis quand même plutôt de gauche dedans, quoi. Et ça permet aussi de sortir de ses propres biais, de se dire ah ouais, moi je suis un homme blanc, je me fais pas contrôler par les flics, je vais pas me prendre une main au cul au taf, donc en fait c'est des problèmes secondaires, quoi. Il y a un peu de ça dans le discours rouge-brun qui sont explicables par rapport, je pense, à nos caractéristiques sociologiques. Et le fait que vous le voyez d'ailleurs quand vous regardez qui sont les rouges-bruns. Vous regardez qui sont les rouges-bruns, c'est beaucoup de mecs assez jeunes, blancs, de classe moyenne supérieure. Voilà, c'est rarement très 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 multi-ethnique, très 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 paritaire, très multiclasse, quoi. Par exemple, j'en sais rien, c'est pas du tout mon cas, mais genre, je sais pas, mettons, il y a des gens et ils subissent une agression et tout, et puis après ils sont là, ouais, il faut plus de sécurité dans les rues et ce genre de choses. Et puis à un moment donné, bon bah voilà, c'est passé, et puis à un moment tu te rends compte que bon bah ça va quand même, tu vois, genre quand même sortir dans la rue sans se faire tabasser, et que bon voilà, ça va se servir un truc une fois, que tout à coup ça mérite de mettre 150 caméras de surveillance partout, des flics partout, etc. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Alors le son crée des camps de travail là. Non mais comment il peut y avoir un son aussi dégueulasse ? Fini comme un social-démocrate ou autre ? Non, mais moi, il est hors de question de me revendiquer social-démocrate. Non, j'ai pas de qualificatif. J'ai pas de qualificatif. Pour moi, social-démocrate, c'est un peu une insulte. Mais non, j'ai pas de qualificatif. Bah après, je me dis en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que comment dire, il y a des idées qui sont intéressantes. C'est pour ça que tu vois, je peux lire à la fois Kropotkin, je peux lire j'en sais rien, Marx, tu vois, ou que je peux lire Walter Benjamin, ou que je peux lire bon, j'ai oublié Gramsci. Enfin, tu vois, je veux dire, voilà, le truc, c'est ce qui m'intéresse, et que ça pense un peu, et que
voilà, des choses intéressantes à en tirer. Je veux pas me dire, voilà, moi je suis là dans cette doctrine-là, je n'en varierai pas, tu vois. Au contraire, je trouve ça intéressant le fait qu'il y ait des idées contradictoires, qu'il y ait des visions de société contradictoires, mais on part quand même d'un concept commun, c'est-à-dire l'oppression de la bourgeoisie. Enfin voilà, et de voir différentes portes de sortie. Je suis d'accord, moi je trouve ça intéressant de lire un peu tout, mais la réalité, pour moi, c'est que au bout d'un moment, si on développe pas une pensée de système, on se perd un peu, on reste critique sur un peu tout et on n'a pas de vraie colonne vertébrale politique. C'est-à-dire que moi, quand je vais aller lire un auteur, je vais le lire avec mes yeux de marxiste, quoi. Et je pense que ça me permet parfois de comprendre des choses et parfois même comprendre des choses sur la place sociale de la personne. Et aussi de savoir quoi en attendre, quoi. Et ça, c'est quelque chose des fois qu'à gauche, certains puristes n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire j'attends pas la même chose, je sais pas moi, d'un Geoffroy de la Gannerie que d'un j'en sais rien, d'un Olivier Matteux. C'est pas les mêmes types de personnes, ils sont pas dans les mêmes places, ils peuvent pas forcément dire la même chose, ils vont pas développer la même conscience. Je sais qu'il y a des discours que je vais préférer, mais il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et dire ce gars-là il a un discours un peu moi Geoffroy de la Gannerie, il y a des fois où ça m'insupporte, des discours un peu bourgeois, un peu vraiment qui vont pas parler à énormément de la population, je pense, mais il y a un discours aussi que j'essaie d'entendre et qui a une part intéressante. J'aime bien aussi écouter Geoffroy de la Gannerie, des fois il peut être intéressant. Et moi d'ailleurs, j'ai commencé à l'écouter comme ça en faisant du hate watch, en me disant non mais ce gars, tout ça, bourgeois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'endroits où c'était intéressant, quoi, ce qu'il racontait, qu'il y avait un aspect émancipateur aussi. Et voilà, il faut pouvoir juger par rapport à la place des gens dans la société. Et pour moi, c'est déjà une lecture marxiste des choses, quoi. Y a-t-il une similitude Ou matérialiste entre ta trajectoire et celle de Paduring? Non, je sais pas. J'ai mes convictions propres. Il a ses convictions. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Oh, la langue de bois du gars, quoi. Chacun a ses convictions. Il y a des points où on est d'accord et des points où on n'est pas d'accord. Forcément, on échange. Il y a des moments où on échange plus que d'autres, tu vois. Mais après, globalement, sur le constat, on est d'accord. Mais je pense qu'on a évolué tous les deux un peu en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'au début, je pense que c'était aussi un peu plus rouge-brun et qu'en fait, on a eu une influence mutuelle. Enfin, tu vois, dans un sens, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi une interview d'Antoine Goya, on croirait une interview de Gazo? Ouais, donc là, t'as capté. T'as capté. Le mec, il a rien dit. À la fin, il dit, tu vois ce que je veux dire? On est d'accord, on n'est pas d'accord. On a un peu eu le même parcours, mais pas forcément pareil. Non, mais voilà. Antoine, il a l'air fatigué. Il a pas l'air de vouloir trop développer. Je sais pas si les questions lui plaisent. Après, il aurait peut-être dû avoir les questions à l'avance pour pouvoir un peu développer. Parce qu'Antoine, il est bon en plus pour développer, faire des plans, faire des trucs. Est-ce qu'on a le même parcours? Moi, souvent, on me dit oui, t'as gauchisé Antoine Goya. C'est pas vrai. Je pense pas que ce soit vrai, sincèrement. Peut-être qu'il y a des trucs où je l'ai gauchisé, mais la réalité, je pense qu'il y a un mouvement général de la société de gauchisation, ce qu'on appelle la moïsation, c'est-à-dire de séparation des rouges-bruns en deux. Je dis des rouges-bruns, je veux dire, on n'a jamais été national-bolchevique non plus, mais voilà, parce que les gens un peu confus, faut qu'ils choisissent au bout d'un moment. Il y en a qui choisissent la gauche, d'autres qui choisissent la droite. Alors leur rapport à ce qu'ils disaient, à la domination de la bourgeoisie, est important. C'est-à-dire que quand t'es comme Éric Nolot ou Onfray, tu choisis la droite. Pour toi, l'immigration, la lutte contre le wokisme ou je sais pas quoi, c'est plus important que la lutte contre la bourgeoisie. Et il y a des gens qui choisissent l'inverse. Et je pense qu'à la fin, tu finis par avoir une doctrine assez commune à gauche, où t'es d'accord sur plein de choses. Le féminisme, l'antiracisme, la lutte contre la bourgeoisie, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Si on a eu un peu le même parcours, je pense, c'est parce que à partir de 2017, notamment 2018, quand Macron devient vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire un espèce de libéral de centre droit qui ne donne plus aucun gage à la gauche,
et ben à ce moment-là, les masques tombent. Et à ce moment-là, faut choisir. C'est la fin de la période complotiste confuse où on était un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Non, va falloir se polariser. Soit t'es plutôt du côté de Darmanin, Le Pen, Ciotti, qui ont tous un peu la même idéologie. Soit t'es en opposition à tout ça et t'es plus à gauche. Mais je pense qu'à partir de 2018, les gens ont commencé vraiment à plus se politiser à gauche ou à droite. Moi, j'appelle ça la moïsation. Faudrait que je fasse un épisode sur la chaîne principale pour bien expliquer tout ça. Ça pourrait être un épisode d'ailleurs avec mon parcours. Et à ce moment-là, les choses s'éclaircissent et la confusion part. C'est le moment où Antoine Goya va commencer à taper sur les droitards. Et moi, comme j'arrive après lui sur YouTube, j'arrive au moment où je tape sur les droitards. Je serais arrivé 3 ans avant, si ça se trouve, j'aurais fait des vidéos un peu comme lui, j'aurais plus tapé sur la gauche aussi. Mais non, je commence à me politiser vraiment plus à gauche, marxiste, et je commence à taper sur les droitards. Et ça a toujours été un truc que je me suis dit. Parce que moi, j'ai des reproches à faire à des gens de gauche. J'ai plein de reproches à faire à des gauchistes et tout. Mais je me suis toujours dit, au bout d'un moment, si t'es de gauche, tu tapes principalement sur la droite. Un mec de gauche qui passe son temps à taper sur des gens de gauche, c'est soit un débile, soit il fait le jeu, en fait, c'est un idiot utile, en fait, soit il est pas de gauche. C'est pas normal de passer son temps à taper sur la gauche en disant ils ont trahi, je sais pas trop quoi. T'es censé taper principalement sur la droite. Et ça rend d'autant plus audible quand je tape sur la gauche. Quand je tape sur un mec de gauche en disant ouais, bah je sais pas, si je fais un épisode sur la gannerie et je dis ouais, ça je suis pas d'accord, les gens vont m'écouter. Pourquoi ? Parce que je passe pas mon temps à taper sur la gauche. Si je fais un épisode sur la gannerie, un épisode sur Sandrine Rousseau, un épisode sur Mélenchon et que je tape que sur la gauche, les gens vont se dire ouais, bah en fait ce mec c'est juste un droitard sous pseudo ou je sais pas quoi. Donc je pense qu'il y a tout ça. Après, lui, il avait sans doute d'autres influences parce que je sais qu'il parlait avec pas mal de mecs là. Son but là, c'est de faire ami avec tous les mecs un peu à gauche. C'est pas du tout mon cas. Oh là 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 là, non, mais mon but c'est pas de faire ami avec tous les mecs de gauche. Que je pense qu'on converge un peu dans le même sens. Il y a des gens que je connais pas du tout à gauche, avec qui je suis particulièrement ami, mais moi je suis assez ouvert pour essayer de parler à tout le monde. Je pense qu'il y a aucune opposition à avoir entre moi et un gars de gauche qui parle pas exactement des mêmes thèmes que moi. Sur le papier, il y a aucune opposition réelle à avoir. Il y a pas une opposition c'est vraiment objective, quoi. Voilà, moi parfois il s'associe avec des gens qui sont des ennemis politiques. Oh là 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 là, mais putain, il aurait pu dire qui c'était. De quoi tu parles ? C'est quoi ? Je m'associe avec qui sont des ennemis politiques ? Il est mort de rire, ce bâtard. C'est quoi cette histoire ? Voilà, moi parfois il s'associe avec des gens qui sont des ennemis politiques. Mais voilà. On vous reproche. C'est quoi ? Je m'associe avec qui ? C'est le fou allié, l'ennemi politique. Il a dit Stéphane le fou allié est un ennemi. Une certaine indulgence avec des rouges bruns. Mais avec Loïc Chéniaud, ce n'est pas le cas. Quelle est la différence ? Non, mais attends. Loïc Chéniaud, depuis le début, il raconte n'importe quoi. Moi, j'aime bien. C'est à chaque fois que Padurine il s'amuse à faire un tweet sur Loïc Chéniaud. Moi, je vais pas être hater ou détesteur de Loïc Chéniaud depuis, je sais pas, 2016 ou 2017, un truc comme ça. Mais non, mais parce qu'au départ, il était. Et ça, c'est vérifiable quand vous tapez Loïc Chéniaud sur le site de la Tronchambier, la menace terroriste. Hop, vous avez Loïc Chéniaud, 27 septembre 2027, un article sur la physiopathie ou physiopathie, parce qu'il a écrit sa physiopathie, ouais, quand il a déposé à l'INPI sa une espèce de marque de médecine, Loïc Chéniaud. Et là, vous arrivez. Vous regardez, vous avez les fichiers MP3 qui vendent pour perdre du poids, pour lutter contre l'insomnie, pour vous débarrasser des acouphènes. Donc voilà, vous avez tout ce que vend Loïc Chéniaud, grossesse, accouchement, allaitement, grippe primal, hypnose, une approche conception biologique humaniste, quoi que cela puisse vouloir. Tiens, ça me fume. Et là, vous tombez sur, voilà, le petit moisi. Vous tombez sur un commentaire de... Vous tombez sur un commentaire d'Antoine Goya du 27/09/2017. Je suis très content de lire cet article. Ça fait quelque temps que je suis Loïc Chéniaud pour me moquer, notamment de ses vidéos sur le marxisme qu'il peut faire avec un type fort douteux, Ernesto 2.0, pour qui la matière noire c'est l'amour et qui prétend avoir une théorie du tout, rien que ça en critiquant l'esprit critique et se prétend un vrai sceptique. Et donc j'avais cherché ce qu'était la physiopathie, mais sans succès. J'en ai donc déduit que c'était une connerie. Il a fait une vidéo sur la zététique où il enchaîne les hommes de paille pour ensuite finir par on peut se soigner avec Proust. Autant
je puisse bien aimer Proust, mais ça me paraît fort improbable. Bien sûr, si on ose le faire remarquer, on se fait bloquer. Notons que Hegel a droit à une croyance aveugle de la part de Chéniaud. Bref, il a beau avoir peu d'abonnés, il a malgré tout un grand groupe de gens assez fanatiques avec lesquels cette mise au point s'avère nécessaire. Cependant, j'ai bien peur qu'il ne voit là qu'un complot scientiste et contre-révolutionnaire, comme le décrit si bien Chéniaud dans sa vidéo. Donc, c'est vrai que le petit Antoine Goya était premier hater de Chéniaud depuis plus de 7 ans. Comment dire, il tradait avec un mec qui s'appelait Ernesto 2.0 et ils faisaient des lives ensemble où il racontait mais des conneries sur conneries. Le mec était là en train de s'énerver, en train de dire j'ai écrit un livre de 300 pages sur le fascisme, évidemment, ce que je sais ce que c'est que le fascisme et tout. Et tu dis mais en quoi c'est un argument, tu vois, genre c'est à zéro moment c'est un argument de dire t'as écrit un livre sur ça, tu sais ce que c'est que le fascisme et tout, bon. Et je trouve pas, ça c'est juste un truc qui m'a marqué, tu vois, c'était il y a 7 ans, donc tu vois, genre voilà. Mais enfin, il y avait ce côté-là, et donc moi je trouvais ça, juste bête en fait. Ce qu'il disait, il y a des moments où je trouvais ça juste bête ça. Et puis j'aimais pas, tu sais, son ton hyper professoral. Moi je sais, en plus je me rappelle à l'époque, il avait devoir 22 ans, un truc comme ça, tu vois, genre arrête, c'est bon, de faire genre, tu apprends la vie à quelqu'un alors que t'as 22 ans. Mais ça c'est une dinguerie, les mecs qui se mettent dans un personnage genre, je sais pas, moi, pour le coup, je m'intéresse à la politique, je lis de la philosophie, j'ai lu pas mal de trucs, mais je veux dire, j'ai 26 ans, je connais pas tout, enfin, mais loin de là, mais vraiment loin de là, quoi. Jamais de la vie, je vais passer pour un professeur de je sais pas quoi, je connais tout et tout. Non, j'ai plein de lacunes en réalité, j'ai plein de lacunes, il y a plein de trucs que j'ai pas lus, plein de trucs que je lirai sûrement jamais, enfin, ridicule d'être comme ça. Et puis il est là, je crois que l'époque, je sais pas, il était déjà un enfant et tout, il raconte, ouais, voilà, moi j'ai des enfants et tout, je suis marié, je suis un révolutionnaire et tout, enfin arrête de te prendre au sérieux comme ça, tu vois, je veux dire, en fait, t'es ridicule, tu vois. Et donc, et puis en fait, en fait, c'était logique, en fait, sa progression était, je trouve, absolument, fondamentalement, logique. Parce qu'en fait, il avait une sorte de détestation pour, tu vois, pour tout ce qui doit être les films gauchistes ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, c'était, en fait, il donne la continuité de son idéologie depuis le début. Et donc, voilà, en fait, voilà, c'était une évolution logique. Donc, ouais, je sais pas, après, en plus, le fait que lui, il avait sa volonté, tu vois, de monter son petit commerce, sa petite entreprise, avec un petit culte de la personnalité autour de lui, enfin, sachant qu'à l'époque, il faisait déjà la promotion de pseudosciences, tu vois, genre des MP3 qui t'aident à dormir la nuit, des MP3 pour je sais pas quoi, contre les acouphènes, des MP3 qui font revenir l'être aimé, etc. Bah tu vois, genre c'est quelqu'un qui a immédiatement eu ma non-sympathie. À quel moment Loïc Chéniaud il a vendu des MP3 pour empêcher les acouphènes et tout? C'est quoi? C'est les trucs avec les ondes là qui détendent et tout qu'on trouve sur le net, mais ça se trouve gratos ces trucs là. Je sais même pas si ça marche en plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est juste un jeune paumé, il a fait un groupe avec ses potes, il a fait des blagues et tout, et puis Ah oui, là il différencie Loïc Chéniaud de Tanguy Lacroix. Ouais, mais Tanguy Lacroix, le problème, c'est déjà il a attaqué une mosquée. Sa défense, c'était une mosquée où il y avait un prédicateur qui avait été en lien avec la mort de Samuel Paty. Mais le problème, moi je trouve, de sa position, c'est qu'il s'est jamais excusé, quoi. C'est parce que à la limite il fait de la merde sur le coup de comment ça s'appelle, sur le coup de la colère. Il fait de la merde sur le coup de la colère. Mais pourquoi est-ce qu'en 2023, quand les gens lui ont remis le nez dans cette affaire et tout, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé dire j'ai fait de la merde, c'était sur le coup de la colère, j'ai eu peur pour moi parce que j'ai cru que je sais pas trop quoi, que des islamistes m'en voulaient et voilà, je m'en excuse parce que la réalité c'est que quand tu tagues une mosquée, même si peut y avoir des gars louches dedans et tout, ça je dis pas, peut y avoir des mecs en lien avec des terroristes dedans, mais c'est que tu fais chier la majorité des gens qui sont des musulmans qui voient juste leur lieu de culte tagué, quoi. Surtout dans une période d'islamophobie, est-ce que ça viendrait à l'idée de quelqu'un d'aller taguer des synagogues dans les années 30 en disant oui, mais dedans il y avait un juif ultra je sais pas quoi qui était terroriste? Bah non, tu vois, enfin faut pas faire ça, quoi. Ça me paraît assez évident et j'ai jamais compris pourquoi il a jamais été capable de dire moi j'ai fait de la merde et puis voilà, quoi.
Et c'est ça le truc, parce que là, Antoine, ce qu'il dit, c'est ouais, il a fait de la merde, mais bon, il était jeune, machin. C'est vrai, mais la réalité, c'est qu'il n'est pas revenu dessus, et moi, ça me gêne. Ouais, toutes les acouphènes d'MP3 qu'il faut revenir l'être aimé, etc. Bah, tu vois, j'en suis quelqu'un qui a immédiatement eu ma non-sympathie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que J.A. c'est juste un jeune paumé, il a fait un groupe avec ses potes, il a fait des blagues et tout, et puis voilà, après, oui, effectivement, il y a le table à la mosquée, est-ce que ça le table à la mosquée? Non, mais après, enfin voilà, je veux dire, on peut passer à autre chose aussi à un moment donné, et se rendre compte que bon... Et je suis d'accord, on peut passer à autre chose, mais on aurait bien aimé qu'ils disent, voilà, j'ai fait... En fait, on passerait facilement à autre chose s'ils disaient, ouais, bon, j'ai fait de la merde, quoi. J'ai fait de la merde et tout. Mais le problème, c'est que la dernière fois qu'on lui en a reparlé, il a fait le malin en mode, oui, voilà, tu sais, limite, il avait raison, quoi. C'est ça qui est pas... On peut tous faire de la merde. Par contre, on doit savoir si on fait amende honorable ou pas, quoi. Bon, voilà, il y avait des circonstances particulières. C'était la mort de Samuel Paty. Voilà, il était très affecté par ça. J'en sais rien. Je peux faire la psychanalyse de comptoir si tu veux, mais enfin, voilà, t'as compris l'idée. C'est qu'il va faire de la psychanalyse comme Eric Nolot. Voilà, c'est un. Moi, je pense que c'est une histoire de sexualité refoulée. Hein. Hop. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne Pas du Ring, sur laquelle est sortie une interview d'Antoine Goya, justement, où on revient un peu sur sa politisation. Et une interview avec un son de droite, un son d'extrême droite. Donc vous allez voir que ce sera beaucoup plus intéressant. Et sur ce, je vous dis à plus.